Donc, bonsoir Anne. Donc, je suis Sylvain Gillier. Ça me fait super plaisir de t'inviter pour cette interview. Donc, sur la plateforme Cheval en Conscience. Donc, Cheval en Conscience, c'est une chaîne YouTube, une plateforme pour échanger autour du cheval en conscience avec différentes approches, différentes ouvertures. Le cheval en tant que médiateur, en tant que guérisseur, les aspects psychologiques. Aussi tous ces aspects autour des lieux refuges, des lieux ressources avec les chevaux. Et également, donc ce soir, on va plutôt parler d'un aspect de la connexion avec les chevaux qui est particulier, qui est la communication avec les animaux, la communication animale, qu'on appelle parfois la communication intuitive. Oui. Et voilà, et donc, alors c'est controversé, hein, on pourrait dire ça. Moi, je suis scientifique à la base et c'est sûr que la communication animale est encore un sujet qui est controversé, parfois qualifié de pseudoscience. Il y a cette notion de la télépathie avec les animaux, et même s'il y a quand même beaucoup de témoignages maintenant et des études scientifiques qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de communication, dans la grande, grande, grande majorité du milieu scientifique, malheureusement, c'est encore une notion qui est réfutée, hein. Il y a la plupart des scientifiques, 96% je crois des scientifiques disent que ça n'existe pas. Et c'est un peu dommage parce que les, les expériences des personnes qui travaillent au quotidien avec les animaux, qui font des études également du comportement animal, tendent vraiment à démontrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre interaction avec les animaux. Et donc, on en parlait un petit peu, Anne, en préparation. Il y a eu des précurseurs, il y a eu Penelope Smith, on va en parler peut-être un petit peu. Donc Anna Evans, Temple Grandin, Jean Prieur, Linda Kohanov, qui est mon enseignante, on va peut-être en reparler un petit peu, Ulrich Dittmann, Rupert Sheldrake, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont écrit sur cette fameuse communication animale. Et donc ce soir, on va prendre un moment d'échange pour discuter sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse communication intuitive avec les animaux. Anne, bienvenue. Encore une fois, ça me fait plaisir de t'accueillir sur la chaîne Cheval en Conscience. Et donc, ça fait une vingtaine d'années, je crois, maintenant que tu pratiques la communication avec les animaux. Euh, Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi et de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à cette activité de communication intuitive avec les animaux? Oui, alors bonsoir Sylvain et merci en tout cas de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis très honorée de pouvoir parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, c'est cette communication animale. J'ai au départ un esprit très cartésien étant fille de médecin, donc pour moi c'est quelque chose qui n'était pas possible. J'ai été formée il y a une vingtaine d'années maintenant par Anna Evans, donc qui m'a formée à cette communication animale et au départ je pensais qu'il s'agissait d'une observation du langage non verbal, du langage corporel du cheval. Lorsqu'elle nous a proposé de fermer les yeux et de rentrer dans un état méditatif, alors là, moi personnellement, j'ai complètement perdu les pédales, j'ai complètement paniqué, et puis je me suis dit, ça n'arrivera jamais, ce n'est pas pour moi. Et donc, je me suis accrochée parce que j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir effectivement, et on le fait tout le temps, on en parlait ensemble, communiquer avec les animaux, c'est ce qu'on fait à chaque instant, puisqu'on ne peut pas ne pas communiquer. Il n'y a pas que le langage, il y a notre façon de nous tenir, et puis aussi les pensées que les animaux, pas seulement les chevaux, comprennent également. Et si tu veux, c'est un cheval qui est arrivé dans ma vie. Je terminais un poste à la Commission européenne. Arrive mon cheval, comme le dit Linda Kohanov, hein, le plus beau cadeau de la vie arrive bien souvent sur le dos d'un cheval noir. Donc c'est mon cheval étalon à l'époque qui petit à petit m'a fait changer le cours de ma vie, il m'a montré que j'étais vraiment capable d'entendre
si tu veux, ce qu'il pouvait me communiquer, que ce soit des sensations physiques, des images, des mots, des pensées, puisque l'animal, en fait, pas seulement les chevaux, tous les animaux communiquent et c'est notre cerveau qui va le traduire selon que nous soyons plus visuels, auditifs, kinesthésiques, etc. Voilà, donc ça a été... c- alors, je parle personnellement, pour moi, ça a été un grand changement, ça a été, je pense, une révélation, puis j'ai compris pourquoi ce que j'allais faire sur Terre, enfin, à quoi je pouvais servir. Donc, je me suis accrochée. Ça n'a pas été, encore une fois, je le répète, en ce qui me concerne, je ne peux pas dire que je vais dans une écurie et que j'entends les chevaux parler. Absolument pas, parce que j'ai un esprit très cartésien, Et ça, très... ça, c'est important parce que justement, il y a cette confusion parfois qui est faite entre la science de l'éthologie, qui est l'observation du comportement, et la communication intuitive avec les animaux, et ça n'est pas la même chose. Et autant on peut déduire des choses par l'observation du comportement d'un cheval, autant dans la communication intuitive avec les animaux, c'est autre chose. Il s'agit d'autre chose. Il y a autre chose qui est à l'œuvre. Et justement, je trouve que c'est très important dans ton expérience, Anne, de différencier ces différentes, euh, Oui. ces différentes approches. Voilà, alors j'ai une anecdote qui me vient ben, justement avec mon cheval à mes débuts. Je me rappelle que j'étais partie en vacances en Grèce et puis je me suis dit, bon, ben, si cette communication animale, elle fonctionne, comme mes formatrices avaient l'air de le dire, j'ai demandé à mon cheval, moi j'étais en Grèce et j'ai demandé à mon cheval, Santo, dis-moi ce que tu es occupé à faire pour l'instant. Alors, la première info qui me vient direct, il me dit, oh, il fait chaud, il y a une vague de chaleur, j'ai chaud, etc. Alors, moi, sachant de toute façon qu'il faisait chaud en Belgique, j'ai tout de suite écarté l'information en me disant, ben, je le sais, ce n'est pas mon cheval qui me parle, c'est une information que je connais, donc je ne suis pas en connexion avec mon cheval. Et enfin, donc je rejette tout de suite cette information. La deuxième information qui vient, euh, mon cheval, si tu veux, c'est une image et une pensée qui viennent en même temps, et il me dit que le professeur qui s'en occupait pendant mes congés avait commencé avec lui le changement de pied au galop, donc avec en dressage, l'apprentissage du changement de pied au galop. Et je me suis dit, bon, je dis tout de suite, je me suis dit, ça, c'est pas possible. J'ai pris trop de soleil, j'ai arrêté, j'ai coupé tout de suite cette communication en me disant, c'est du grand n'importe quoi, je délire. Résultat des courses, je reviens en Belgique, j'oublie cette histoire, je reprends cours avec Salvatore à l'époque, mon prof, et puis à un certain moment donné, il me demande de descendre de mon cheval et je le vois partir sur une diagonale avec Santo sur un changement de pied au galop. Et là, à l'intérieur de moi, j'ai cru m'effondrer de joie, de me dire, mon cheval m'a donné cette information, il m'a communiqué qu'il travaillait le changement de pied au galop, et je ne l'ai pas cru, j'ai rejeté, j'ai censuré cette information, et là, sous mes yeux, j'avais la preuve vivante. Et mon professeur était un peu embêté de dire que voilà, bref, un jeune cheval de 5 ans à l'époque, c'était un peu tôt de commencer les changements au galop, mais il m'a confirmé qu'il l'avait fait pendant mes vacances. Pour moi, ça a été ce moment-là où j'ai fait un pacte avec moi-même et j'ai décidé, coûte que je continuerai la communication animale, que je continuerai à pratiquer, même si j'avais peur de faire des erreurs, une grande peur de me tromper. Euh, En dépit de tout, j'ai décidé là, c'était un accord que j'ai fait avec moi-même, d'arrêter de douter, parce que le doute en grande quantité devient un poison, enfin, c'est néfaste. Et là, Santo m'avait vraiment, enfin, j'ai été bluffée de cette information qui était tout à fait précise et juste. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai continué à pratiquer et à me former. Oui, donc c'est ce qu'on dit hein, dans justement cette communication intuitive que c'est important de vérifier. Et voilà, et c'est vrai que dans le comportement, dans l'éthologie avec les chevaux, je dirais que la vérification, elle est immédiate. Parce que si Oui, on demande au cheval de partir à droite et qu'il part à gauche, bah, c'est qu'il n'a pas vraiment compris ce qu'on essayait de lui transmettre, hein. Mais là, dans la communication intuitive, bah, c'est un peu plus délicat. C'est vrai qu'on est dans des choses qui sont peut-être plus subtiles, je ne sais pas, qui parfois ont trait à l'énergie. Il y a des personnes
d'énergie, d'énergie universelle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a parfois des choses qui ne sont pas vérifiables Oui, oui, dans certaines situations. Et, et comment est-ce que ça a été pour toi, venant donc d'un univers scientifique, oui. avec ton papa qui était médecin? Soit dit entre parenthèses, mon papa à moi était aussi médecin, donc je compatis, je sympathise, je comprends ce que ça peut être. Euh, et donc, comment ça a été de passer de cet univers plutôt cartésien ou scientifique à un univers qui est plus du domaine de l'intuition? Comment est-ce que les deux ont cohabité euh, et tu as parlé de cette expérience donc de finalement qui t'a conforté dans une communication que tu avais reçue parce qu'elle s'était vérifiée. Oui. Et, et donc après, dans ta pratique, comment est-ce que ça a cohabité? Comment est-ce que l'évolution s'est faite dans ton propre chemin de vie? J'aime bien, c'est une très bonne question. Euh, alors, ça a été pour moi, ça a été assez lent et progressif, c'est-à-dire que j'ai en même temps entrepris un travail personnel, un travail thérapeutique sur moi-même, pour arriver à lâcher ce mental, à lâcher quand on n'en a pas besoin, en tout cas le cerveau gauche, le cerveau rationnel, et à développer beaucoup plus la part du senti, donc la part de ce que je pouvais ressentir, mon cheval, je pense, je fais une parenthèse, je pense que tous les chevaux ont une mission dans leur vie, enfin tous les chevaux que nous avons qui partagent nos vies viennent pour un but précis, ça c'est mon point de vue personnel, ils viennent nous apprendre quelque chose et le mien m'a vraiment invité à rentrer plus dans un ressenti, que ça peut être corporel, visuel, dans un lâcher-prise intérieur, de me faire confiance. C'est tout un long chemin d'ouvrir cette porte qui était pour moi beaucoup trop, qui était entrouverte. C'est la porte de la conscience, la porte du cœur au sens large, la porte des émotions. C'est oser laisser venir des émotions, des sensations, des inspirations, des pensées qui peuvent arriver comme ça, les rêves, etc. Donc j'ai fait un long travail sur moi qui n'a pas toujours été facile pendant 3 4 ans avec une très très bonne thérapeute euh, pour aller vraiment... pour moi, c'était un Plus en effort. profondeur dans l'émotionnel, parce que ça voudrait dire, enfin, si je comprends bien, que ce qu'on vit à l'intérieur de soi influe sur le type de communication qu'on peut établir, ou Oui, est-ce que bien les sûr, bien sûr. deux choses sont connectées, ou est-ce que c'était plutôt une recherche personnelle de sens dans la vie qui impliquait de développer la communication avec les chevaux? Et voilà, je pose un peu ces questions parce que il y a beaucoup de communicateurs animaux aujourd'hui. C'est une activité qui se développe fortement. Euh, Comme elle s'est développée aux États-Unis, bon, moi j'ai la chance d'aller souvent aux États-Unis et souvent en Californie sur la côte ouest. Je connais assez bien cet environnement où là, disons que la vague des communicateurs animaux, c'était plus dans les années 80-90. Oui, Maintenant, on pourrait dire que ça s'est relativement stabilisé. C'est devenu quelque chose qui est quasiment habituel, hein, sur la côte ouest. Ici en Europe, que ce soit en France, Belgique, Suisse ou en Europe, on est encore sur la vague montante. Il y a, disons, beaucoup de gens qui sont formés. Là, tu m'as dit que tu avais participé à un stage, tu as organisé, je crois, un stage, oui. 30 personnes, le stage était absolument plein. Et, et c'est ce qu'on observe, les stages sont pleins avec des dizaines de personnes. On est toujours sur cette vague montante. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour des personnes comme toi qui envisagent d'en faire leur métier, de devenir professionnel de la communication avec les animaux. Comment ça se passe intérieurement? Est-ce que ça implique forcément une remise en question psychologique ou je sais pas quoi, ou intérieure, comme celle que toi tu as vécue, ou est-ce que c'était deux choses qui étaient juste, qui sont arrivées en même temps un peu par hasard? Je pense que c'est essentiel de pouvoir, en tout cas, c'est ce que j'enseigne dans mes formations, vérifier son monde intérieur, son état émotionnel, afin de ne pas le projeter.
Donc, en communication animale, le grand danger, c'est d'être, je prends un exemple bateau, je suis triste et déprimée ou frustrée, je communique avec un animal, avec un cheval, eh bien, je vais voir cet animal à travers ma frustration et ma tristesse ou mon chagrin et je vais le projeter sur l'animal sans en être consciente. Ça, c'est le grand piège en communication animale, c'est de ne de projeter son état intérieur non conscient. Donc, à l'époque, j'ai fait ce travail-là, ça me permettait aussi, je fais une parenthèse, de travailler en thérapie avec le cheval, d'aider des personnes à retrouver la confiance avec les chevaux, parce qu'au départ, j'aidais les personnes à travers leur peur, pour remonter à cheval après des chutes. Donc, j'ai écrit mon livre sur toute la reliance avec le cheval. Donc, c'est, euh, c'est d'abord, avant de se relier avec un cheval, il faut apprendre à se relier avec soi-même, accepter les émotions inconfortables, pas que la joie et le bonheur. Et donc, en communication animale, on n'est pas. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit faire un travail psychothérapeutique de quelques années pour communiquer, mais de pouvoir être suffisamment conscient lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des jours où on peut être bousculé par la vie, par les événements voilà, du quotidien, de pouvoir se mettre, quand je communique avec un animal, je me mets dans ma bulle, je, je referme tous les tiroirs de toutes les émotions, de toutes les distractions qui peuvent venir influencer cet espace de connexion avec l'animal. Voilà, si je suis trop dans un état de fatigue ou émotionnellement trop lourd, je préfère alors ne pas le faire et reporter la communication. Il y a toute une éthique D'accord. qui est importante dans la pratique de la communication animale. Oui. C'est ça. Donc le fait de travailler sur soi rentre plutôt dans le cadre de l'éthique professionnelle, on pourrait dire. Oui, 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 oui. Alors, en tout cas, tel que je l'enseigne, je le vois dans mes formations, aussi bien sur place qu'en ligne. euh, au premier balbutiement de l'apprentissage de la communication animale, et j'en suis très heureuse, il y a des grosses émotions qui remontent à la surface. Il y a tout à coup des chagrins, des choses qui ont été oubliées, qui remontent, mais c'est magnifique, c'est pour que la personne puisse les accueillir et permettre que des chagrins, des tristesses, etc., liés à des animaux perdus dans l'enfance, des chats, des chiens, que ça puisse être vu, accueilli et à ce moment-là dissipé et Oui. compris. Voilà, pour moi, c'est indispensable. Pour aller en tout cas en profondeur dans la communication animale, d'apprendre à bien se connaître. Ça, Ah oui, c'est... d'accord. Mais des émotions donc qui viennent d'animaux qu'on a perdus ou Oui. de choses qui n'ont pas été faites avec les animaux ou, Alors, je te donne un exemple, je suis bluffée et ça me touche chaque fois que ça arrive, aussi bien avec des ados, parce que je donne des ateliers avec des ados qui, soit dit en passant, sont bluffants de connexion directe avec le monde animal, qu'avec des personnes adultes. Donc, je les amène dans une méditation et, et souvent, il y a un animal du passé qui, qui arrive, ça peut être un chien dans l'enfance, etc. Les personnes ne s'y attendent pas du tout, elles sont détendues, elles ferment les yeux et puis clac, il y a un souvenir du passé qui remonte et avec une sensation, le chat qui peut dire je vais très bien, ne t'inquiète pas, je suis bien de l'autre côté et alors des larmes qui coulent sur le visage. Alors voilà, les scientifiques pourront dire on ne peut pas vérifier que c'est juste, mais dès qu'il y a des émotions, dès que la personne ne s'y attend pas, elle est percutée par cette information-là. Ça, si tu veux, c'est la preuve que cette information vient de l'animal et que ce n'est pas une projection, parce que cette information vient à nous avec une émotion forte. Euh, et donc, c'est souvent les premiers, euh, comment dire, les premiers nettoyages nécessaires. Après ça s'apaise, après les, les, les émotions deviennent plus calmes. C'est vraiment un travail intérieur. C'est un gros nettoyage intérieur. Pour certaines personnes, c'est plus court, pour d'autres plus long. Mais quand je dis plus long, ça peut être juste quelques jours, hein, c'est pas plus que ça. Mais ça permet de se remettre bien droit dans ses bottes pour pouvoir vraiment développer ses facultés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une accélération de nos facultés extrasensorielles, hein, pas seulement dans la communication animale, dans tout de oui. retrouver l'être pur, voilà, que nous sommes. Apparemment, et je me souviens d'avoir assisté à une session, je pense que c'était de la communication effectivement, où là c'était plus de la parapsychologie, hein. Il y avait une boîte et
L'animatrice mettait un objet dans la boîte et les personnes devaient deviner quel était l'objet dans la boîte en mettant la main comme ça dessus. Et sur 20 personnes, je crois qu'il y avait plus de la moitié qui avaient deviné de quel objet il s'agissait, ce qui montre qu'il y a des capacités euh, parapsychologiques ou extrasensorielles qui se développent hein, dans la population et on ne sait pas exactement comment par quel biais ça se passe, mais oui, c'est un fait d'expérience. Il y a une forme de sensibilité extrasensorielle et parapsychologique et voilà. Et je pense d'ailleurs que les scientifiques honnêtes le reconnaissent. Il y a Oui. souvent un tabou scientifique. Et moi, je suis homéopathe, donc je connais bien ce problème de tabou scientifique qui est lié à la pensée matérialiste, où on dit, bon, voilà, un petit tube de granules, et donc comme on ne sait pas ce qu'il y a dans le tube de granules, il n'y a rien. Voilà. Alors après, il y a des dizaines d'années, des centaines, des siècles d'expérience qui montrent que ça fonctionne, et donc il doit bien se passer quelque chose. Mais voilà, c'est un peu les tabous de la science qui évoluent peut-être plus lentement. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, euh, comme tu le disais, Anne, je crois qu'il y a effectivement une sensibilité euh, plus importante qui est en train de se développer. Et donc, si je comprends bien, il y a une phase de nettoyage, il y a une phase de remise en question, ou comment est-ce que tu as écrit un livre donc, sur apprendre à communiquer avec les animaux. Comment est-ce que tu apprends aux Alors, personnes que tu as en formation? je n'ai pas encore écrit de livre sur apprendre à communiquer avec les animaux. C'est le livre Ah sur oui, parce que si le cheval, ma force de vie, c'est tout ah oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. voilà, sur le fait que les blessures ne galopent pas à cheval. Que Quand je mets une personne, donc c'est, c'est, c'est d'aller voir, oser aller voir nos peurs. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de peurs, toutes les couches de peur, et puis les blessures, les traumas. Voilà. Même des petits traumas, ça reste un trauma et ça laisse une trace. Donc ça, c'était ça le but de mon premier livre sur le lien au cheval, puisque le cheval, quand on arrive près d'un cheval, il nous... Alors, je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais je ne suis pas la seule à le penser et à le vivre au quotidien. Toutes celles et ceux qui ont des chevaux le savent. Le cheval, il nous scanne, il nous, il sait directement qui nous sommes. Voilà. Dès qu'on approche un cheval, il connaît notre passé, il est en lien avec notre présent et peut-être même notre futur. Donc ça, Mhm. c'est fabuleux. Euh, mais je crois que je me suis perdue. Je n'ai pas répondu à ta première Non, non, question. on était sur le livre. Du coup, j'ai partagé l'écran sur le cheval. Donc, en fait, il y a eu, dans ce chemin intérieur, il y a eu d'abord finalement un message des chevaux autour de la force de vie c'était par rapport aux émotions avec les chevaux, à la peur du cheval ou Oui, c'était en tout cas le livre au départ, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont peur du cheval, ne le disent pas, oui, n'osent pas dire, bah, tu connais le monde du cheval, oui, encore sourd et aveugle hein, au langage des émotions. Donc j'ai voulu jeter un pavé dans la mare et moi avec mon cheval j'ai fait tout ce qu'on m'interdisait de faire. Donc ne pas le laisser brouter, ne pas faire. J'ai fait exactement le contraire avec le mien en me disant je fais maintenant, je vais explorer. Mon cheval c'est mon terrain d'exploration et de voir euh, justement ce qui se passe si je le laisse faire. Voilà. Alors, on a des gros dictats dans ce monde mental, dans ce monde enfin, occidental, avec des conditionnements qui ont la peau dure. Et au contraire, le cheval, c'est notre protecteur. Le cheval, il est à notre service, d'une certaine manière, pour nous aider à, à devenir encore de meilleurs humains, comme le dit Linda Kohanov ou Eckhart Tolle qui parle que l'animal est le gardien de l'être. Le cheval, il nous pousse à être, je dirais, dans notre verticalité, d'être aligné avec nos émotions, de dire au cheval si un jour je suis fatiguée ou en colère, moi je l'exprime à mon cheval, je lui dis parce qu'à ce moment-là, il voit bien que je suis alignée avec ce qui m'habite à l'intérieur. Et ça me fascine de sentir que les chevaux, peut-être parce qu'ils ont ce qu'on appelle, tu sais, ce côté prédaté, instinct de proie,
Euh, mais je ne suis pas la seule en travail, en développement personnel avec le cheval, de voir des choses qui se passent qui sont époustouflantes. Le cheval qui réagit à une personne, où tout à coup une personne s'effondre, prend conscience de quelque chose d'important, hein, que ce soit en communication animale ou sur le terrain, dans ce qu'on appelle une approche d'iki-coaching ou thérapeutique. Peu importe la porte d'entrée, je trouve que c'est fabuleux de sentir que le cheval, il vient il- comment dirais-je, il ne permet pas que nous, il nous demande de pouvoir vraiment être en lien avec ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, à ne pas, pour autant qu'on soit d'accord, pour autant qu'on soit sur ce chemin d'ouverture et de conscience, bien sûr. Mais là, ils sont d'une aide fabuleuse. Donc la fameuse congruence, hein. Oui, Et là d'ailleurs, pour le coup, les scientifiques sont d'accord parce que les chevaux ressentent les intentions. Et ça, par contre, maintenant, c'est démontré. Les chevaux ressentent les intentions d'une personne. Il y a toutes les études de Léa Lansade et les chevaux. On présente même des vidéos à des chevaux, c'est assez rigolo. Ils ont des grands écrans. Et donc, ils regardent une scène sur un écran. oui. Ils sont capables de comprendre ce qui se passe sur une scène et de comprendre l'intention d'une personne qui, par exemple, va venir avec une seringue pour leur faire une piqûre, etc. Ils sont capables de comprendre ça et donc ils sont capables également de juger de la congruence, hein, si je comprends bien, il y a cette notion d'alignement intérieur, de congruence par rapport aux émotions que je ressens à l'intérieur de moi et d'être aligné avec ces émotions. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Comment est-ce que ça s'est comment est-ce que ça s'est emboîté pour toi avec ton activité de communicatrice animale, cette congruence? Euh, alors, Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer plutôt dans le oui. cadre d'une qualité? Ou comment est-ce que tu le vois dans ton travail? Bon, non seulement dans le travail, mais dans la vie de tous les jours, je pense elle est importante. Et aujourd'hui, quand tu parles de congruence, ça me fait penser à l'authenticité, c'est-à-dire même pour nous, et je dirais même pour alors, notre corps, pour la conscience du corps aussi, de pouvoir être euh, con- conscient de ce qui nous habite, que ce soit des émotions et pas seulement les émotions, les pensées aussi, toutes les sensations, d'être le plus possible si tu veux, chaque matin de se lever et de pouvoir faire un inventaire intérieur, que ce soit, je dirais, un body scan, qui pourrait même être un body scan émotionnel, télépathique, etc., de sentir avec qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui, avec quoi je viens, et que ce soit dans une approche thérapeutique avec le cheval ou en équi-coaching ou en communication animale, pour moi, c'est la base, c'est euh, ça ne veut pas dire qu'il faut être, si tu veux, en paix et serein tous les jours. Ça, d'ailleurs, c'est pas possible. Mais de pouvoir reconnaître euh, ce qui, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on démarre une communication animale, moi, je prends en tout cas dans les formations que je donne et ce que je pratique personnellement, c'est de prendre un temps pour respirer, pour m'aligner. Et ça doit pas prendre, ça peut prendre 2, 3 minutes, parfois plus si je suis plus préoccupée. Et c'est arriver à rentrer dans cet espace intérieur de calme, de sérénité, qui est toujours là, hein, d'après les grands guides, les gourous, etc., dans le bon sens du terme. Cet espace de calme, il est toujours il est toujours au fond de nous-mêmes. On est dans une vie, on est toujours occupé à penser, à agir, à réagir. Et c'est de, de pouvoir reculer, s'arrêter et rentrer dans cet espace intérieur de calme dans lequel les chevaux se trouvent tout le temps, je pense. Et les chevaux nous attendent là, dans cet espace de calme, de conscience où on n'est plus dans un affolement, une agitation de pensée, de distraction, ce qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui avec les GSM, les tablettes, etc. Mais donc, pour moi, la base avant de communiquer avec un animal, avec un cheval. Par la suite, au plus tu as de l'expérience, au plus tu peux switcher entre ce que j'appelle, entre
notre façon d'être avec le cerveau gauche, etc. Et pour le parler de manière très schématique, le cerveau droit, qui est le cerveau intuitif, etc. Et là, tu fais des allers-retours. L'information intuitive, elle arrive directement, elle vient très très vite, que ce soit l'information intuitive ou télépathique. Et le tout, c'est d'arriver à se faire confiance. C'est de dire, voilà, où je sens que mon cheval n'est pas bien. Et le dilemme est à l'intérieur, c'est de se lâcher prise et d'avoir confiance dans ce qui vient spontanément. Lâcher les croyances, lâcher les préjugés, lâcher tout ça. Voilà. Ça, c'est la grande voie. Il y a un espace intérieur de présence et Oui. que ce soit Linda Kohanov ou que ce soit Ulrike Dietmann, qui est une instructrice Epona Quest allemande et qui pratique également la communication animale, qui a écrit un super livre d'ailleurs sur les étapes du héros avec les chevaux et qui est une chouette personne et insiste vraiment sur cette nécessité de la présence, hein, la présence à soi, et surtout d'être présent d'ailleurs aux sensations, parce que tu as parlé des grands guides spirituels et de la présence avec un grand P, je dirais, la présence universelle. Après, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir accès à cette présence universelle qui finalement est un peu l'apanage des grands guides, hein, de l'humanité pour communiquer avec son cheval. Et je me disais, moi j'avais le sentiment qu'il suffisait d'être présent à mon corps, en fait. Même si je ne suis pas un grand guide spirituel, ce que je ne suis pas, mais que si je suis présent à mon corps, si je suis présent dans mon corps, euh, le cheval va, enfin je sais pas, ça ouvre quelque chose dans la communication. Mais tu semblais dire au contraire qu'il fallait toucher à cette présence universelle Alors, pour ouvrir une véritable porte de communication avec les animaux. là, c'est bien que tu en parles parce que c'est beaucoup plus simple que ça et je me suis peut-être mal exprimée. C'est cette présence à soi. Alors toi, tu dis présence présence dans mon corps. Ça peut être tout simplement aller s'installer près de son cheval, prendre quelques respirations, être là, lâcher prise. Si on a si des pensées, c'est ce que je propose souvent aux personnes, des pensées arrivent ou des distractions, ben, les laisser venir et les laisser circuler. Mm. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas méditer et ne rien penser. Ça, je n'y arrive pas. Par contre, ce que je remarque, c'est simplement de ralentir le rythme. C'est tout simple, hein. C'est pas, il ne faut pas avoir fait des années ou des mois de pratique de méditation, en tout cas, pas dans mon cas. Encore une fois, je parle de mon expérience. Et je viens d'un milieu très cartésien et j'ai eu beaucoup de doutes. Donc, j'ai beaucoup douté. Maintenant, je vois que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Ce qui permet ça, c'est peut-être aussi des exercices de respiration. 3 4 minutes, je porte mon attention dans mon souffle, j'expire plus longuement que j'inspire. Et le fait, si tu veux, d'expirer plus lentement que l'inspire, ton cerveau switch d'office, il passe des ondes bêta, dans lesquelles nous sommes en train de parler, vers des ondes plus profondes, des ondes alpha, delta, etc. Mais donc, il n'est pas nécessaire de connaître tout ce langage, tout ce jargon méditatif. Rester près de son cheval. Moi, j'adore faire ça, passer du temps. Et quand je ne le fais pas, je me sens frustrée près de mes deux chevaux, à ne rien faire ou chipoter un petit peu. Et puis j'attends, puis ça vient. Je sens que je me détends, si tu veux. Je respire. Et il y a quelque chose qui se calme. Alors, comme je suis aussi très mentale, je m'aide. Moi, personnellement, c'est un truc que je fais. Je m'aide avec des visions. Donc, j'imagine que je suis, par exemple, au bord de l'eau ou bien près d'une montagne. Je focalise mon attention sur une image. Parce que Mm. si je pense à 36 000 choses, je dois appeler quelqu'un, j'ai oublié de répondre à un courriel, je dois faire ce... Et là, je suis repartie dans ma folie intérieure. Donc, je m'oblige à imaginer que je suis au bord de l'eau, mon cheval arrive et on est tranquille. Et puis là, il y a une information qui passe. Tiens, tout à coup, je sens qu'il a mal aux pieds ou bien je sens qu'il a besoin que je sois plus près de lui, Euh, ou bien je sens qu'il est simplement heureux d'être près de moi, de passer du temps, voilà. Et c'est en fait, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, mais ça fait des années que ressens la demande des chevaux par rapport à ça.
j'en profite que tu me donnes la parole, Sylvain, pour le dire. Les chevaux ont besoin aujourd'hui que nous soyons plus présents à eux, c'est-à-dire être avec eux, passer du temps, pas spécialement faire. Alors, c'est très bien de les monter, je ne dis pas de, de, de les occuper, mais de les regarder droit dans les yeux, de leur demander comment tu vas aujourd'hui. Voilà, comment tu vas aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on va sentir qu'aujourd'hui, ben, il a un petit peu mal au dos, bien, il y a eu trop d'humidité, il y a du froid, etc. Enfin, il s'est un petit peu refroidi, ou bien le copain du pré à côté l'a embêté, enfin bref. Le cheval a mille et une choses à dire, et, je, et on passe encore à côté. Moi, je me mets dans le cas aussi. Parfois, je passe à côté de ça et je me dis, zut, je reviens chez moi, j'ai pas eu cette qualité de présence à mon cheval. Tu sais, ne fût-ce que quelques minutes d'être là et de les écouter. Voilà, c'est important. Hier, je me suis fâchée un peu sur ma jeune jument parce elle chasse les autres chevaux. Et donc, j'ai pris le temps de lui parler comme à ma meilleure amie. Alors, je n'ai pas de preuves scientifiques, mais j'ai vu et j'ai senti qu'elle m'écoutait et qu'elle a compris que ce comportement-là n'était plus OK. Et donc, je fais confiance que ça percole. Le cheval, si tu veux, à force il est à nos côtés depuis de nombreuses années, à force d'être à nos côtés, il nous comprend aussi. Il a une connaissance de l'homme ancestral et donc nous pouvons nous aider mutuellement en étant, à nous élever vers quelque chose de plus grand, de plus joyeux, de plus simple, de plus bénéfique. Oui, donner des moments de présence au cheval. Et une chose est sûre, c'est que les chevaux apprécient. Oui, Et qu'on soit sceptique de la communication animale ou qu'on soit partisan, en tout cas, une chose est sûre, les chevaux apprécient ouais. les moments de présence, c'est certain. Et peut-être avec effectivement en tout cas pour vider le mental ou pour être présent à soi, c'est quelque chose d'important. Et bon, c'est toujours difficile avec le Zoom et la technologie de faire passer ces idées. Voilà, après, c'est la règle du jeu, on fait passer les idées par les moyens que nous avons. Euh, donc, Anne, tu as co-animé un atelier avec Amelia Kinkade, qui est une américaine, hein, je crois qu'elle est de Texan d'origine, qui a été une actrice de film, qui a été une danseuse, qui s'est reconvertie dans la communication animale. Et tu voudrais peut-être nous en parler un petit peu ou, et ce qui s'est passé pendant cette formation? Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui nous viennent des États-Unis par rapport à l'évolution de la communication avec les animaux? Alors, elle m'a proposé d'organiser pour elle cette formation en Belgique parce qu'il lui tient à cœur de développer beaucoup plus cette reliance avec le monde animal. Elle a beaucoup insisté sur euh, enfin, ce que je vis aussi et toutes celles et ceux qui pratiquent la communication animale, que les animaux captent nos pensées. Hein, je le vois bien avec mon chien dès que je suis un petit peu nerveux, s'il se retourne et me regarde dans le blanc des yeux, donc il a capté quelque chose. On a beaucoup, elle a beaucoup insisté sur cet état de silence, de retourner dans le silence intérieur qui nous permet vraiment d'échanger avec les animaux. Elle a tout dans ses livres qui sont très intéressants, qui sont maintenant, il y en a deux qui sont traduits en français, c'est Comment parler aux animaux, entendre leurs réponses. Elle est, sa méthodologie est très très simple, elle est détaillée et elle nous invite d'abord à envoyer beaucoup d'amour au monde animal, enfin, aux animaux, etc. Je ne pense pas qu'on puisse communiquer dans l'authenticité, avec véracité avec des animaux, comme avec des personnes d'ailleurs, s'il n'y a pas cette motivation, s'il n'y a pas cette envie de communiquer. La première chose, c'est j'envoie de l'amour à l'animal parce que j'ai envie d'apprendre à mieux le connaître, de comprendre ses motivations, pourquoi est-ce qu'un cheval agit de telle manière, pourquoi est-ce qu'il préfère rester au box près euh, de son humain plutôt que d'aller au pré avec ses copains, etc. Donc
elle a beaucoup insisté sur ces aspects-là, d'arriver aussi à nous faire confiance, de ne pas, au plus l'information arrive rapidement, au plus elle est juste, et au plus elle nous paraît étrange, euh, voire saugrenue, au plus c'est souvent le signe qu'elle est bien véridique et qu'elle vient de l'animal. Donc on a eu 2 jours de pratique avec avec un chien de thérapie, avec une tortue d'ailleurs, une petite tortue de terre. Et c'est fabuleux de se rendre compte du monde émotionnel des animaux, qui est des choses sur lesquelles euh, on, on ne se rend pas encore suffisamment compte. Et ça pose la question à travers tout ton dialogue, Sylvain. Ça pose c'est pas un problème. La question plutôt, la question de la conscience animale et de la conscience humaine. Où en sommes-nous au niveau de la compréhension de la conscience animale? Ça, c'est un grand sujet qui me fascine. Voilà, qui me fascine parce qu'on continue à explorer et à ressentir des choses. Donc, avec Amélia, ça a été. Elle a beaucoup parlé aussi de la cinquième dimension, qu'on doit sortir de la 3D et rentrer dans la cinquième dimension. Après, elle a parfois des concepts un petit peu, voilà, qui peuvent voler haut, mais euh, je dirais toutes les participants ont eu, je pense, une très très belle expérience de communication avec les animaux. Le tout, ça revient chaque fois à la même chose, hein, c'est arriver à se faire confiance, à ne pas douter de soi. Donc en soi, apprendre cette communication animale, c'est tout un voyage spirituel parce que ça demande un lâcher prise, c'est faire confiance à ses propres capacités télépathiques, ne pas avoir peur de se tromper. On peut se tromper, tout le monde, voilà. Euh, c'est pareil pour tout le monde quand on apprend un instrument, à jouer un instrument de musique. On va au départ faire des fausses notes avant de faire la mélodie. On passe tous par ces étapes-là. Voilà, donc Amélia, elle est fascinante dans son domaine, un peu comme Linda Kohanov dans sa thématique. Amélia, c'est une femme, je trouve, vraiment passionnante à rencontrer et je suis ravie d'avoir été formée et certifiée par elle en communication animale. Oui, c'est formidable, c'est un domaine qui se développe vraiment. Et j'ai eu la chance d'assister à un stage avec Frédéric Pignon, qui est pas un communicateur animal, ça, c'est un artiste équestre. Il est connu pour ses spectacles, Cavalia par exemple. Enfin, il a tourné dans le monde entier avec ses étalons et des spectacles magnifiques. Et j'ai eu la surprise, vraiment, je dois dire, la surprise, hein, de voir que c'était des masterclass, hein. Donc il y a des gens qui venaient avec leurs chevaux et qui présentaient leurs chevaux. Et Fred Pignon parlait de la manière dont la relation s'est construite avec le cheval en utilisant de la communication animale, Ouais. surtout sous forme de visualisation, d'images voilà, qu'il percevait et dont il nous disait que le cheval, disons, transmettait par image. Et j'étais très étonné, hein, vraiment, de voir ces notions de communication animale qui se répandent vraiment, y compris dans des personnes qui sont comme ça des artistes équestres, pas du tout dans le domaine de la com animale, hein. Et donc c'est un magnifique témoignage que tu nous apportes là, et également donc de, euh, de Amélia, des différentes formatrices qui existent. Je voulais peut-être laisser un moment pour les questions ou des échanges. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à carrément ouvrir votre micro ou alors on va faire un petit mot dans le chat et puis on va laisser donc 5-10 minutes aux questions avant de clôturer cette interview. Donc, avez-vous des questions? Vous pouvez également utiliser les réactions qui sont en bas de votre écran. Il y a une petite icône avec marqué réaction. Et vous pouvez également lever la main si vous avez des questions. Et moi j'avais une question, c'est euh, pourquoi Anne, tu as commencé en écrivant sur la peur et les cavaliers qui ont peur des chevaux? Et qu'est-ce qui a été le moteur en fait de commencer ta carrière, je dirais, professionnelle
ton deuxième métier en écrivant sur ce sujet-là? Merci de poser la question, Sylvain. C'est parce que mais d'abord, personnellement, j'ai toujours eu peur du cheval. J'ai monté à cheval quand j'étais petite, à 10 ans. Ah oui. Moi, personnellement, j'avais besoin de sentir l'animal. Comme j'étais déjà grande à l'époque, on me mettait sur des chevaux. Donc, j'étais terrorisée dès que le cheval bougeait un petit peu. Et j'ai repris l'équitation vers 25 ans, beaucoup plus tard, avec cette mission de comprendre le cheval. Je voulais avoir des réponses à mes questions. Pourquoi un cheval tout à coup fait un écart? Pourquoi est-ce qu'il lève la tête, etc. ou l'encolure? Et je me suis rendu compte que cette peur, c'est un fameux tabou encore, peut-être un peu moins maintenant, quoique, dans le milieu du cheval. Je voulais apprendre. Mon objectif et ma motivation était d'aider les personnes à accepter leur peur, parce que la peur, c'est le cadeau de l'intuition aussi. Quand j'ai peur, c'est parce que je pressens que quelque chose va arriver. Donc, c'est parce que moi-même, mon intuition, mes canaux sont ouverts. Et de pouvoir aussi arriver à mieux à développer un lien plus profond avec le cheval, puisque le cheval, lui, évidemment, s'il sent que j'ai peur, il a peur aussi. Et on est comme dans deux vases communicants. Euh, et ça ne fait pas bon ménage quand je la refoule, quand je décide de ne pas la voir. Euh, alors personnellement, c'est en étant, c'est avec mon premier cheval que j'ai vu, à ma grande surprise, tout ce qu'on appelle, ce que Jung appelle les ombres. Donc en montant à cheval, j'ai vu mon côté impatient, ma colère, etc., se déployer sur mon cheval. Ben, j'en étais pas très fière, mais j'ai surtout essayé de comprendre pourquoi j'avais de l'impatience, pourquoi je m'énervais, et c'était finalement, c'est le personnage qui monte à cheval, enfin, c'était pas la personne en paix, c'est pas l'être profond, c'était moi qui avais besoin de montrer que je pouvais dominer un, un étalon lusitanien, que j'allais y arriver, etc. Donc c'est de l'ego à fond. Euh, et je remercie mon cheval pour sa patience avec moi parce que j'ai dû traverser toutes ces ondes, tous ces aspects de moi qui n'avaient pas, qui étaient restés au placard et qui se sont réveillés. Donc mon livre parle non seulement des peurs, mais des blessures et je dirais, on a tous des blessures en venant au monde. Il suffit d'avoir à un moment donné un reproche, un père ou une mère qui nous dit tu n'es pas capable de faire ceci, ou un manque d'amour, un manque de reconnaissance. On court tous derrière la confiance et la reconnaissance, donc on est tous plus ou moins un petit peu des casseroles fêlées, voilà, sans dramatiser non plus, hein. Il ne s'agit pas non plus d'aller compliquer les choses, mais de voir qu'est-ce qui se joue quand je suis à cheval. Donc, mon livre, c'était vraiment important c'était pas un livre d'équitation, d'oser reconnaître qui je suis quand je me mets sur le dos de mon cheval. Est-ce que c'est la personnalité qui veut que ce cheval fasse des prouesses en dressage euh, voilà, ou de montrer que je pouvais le dominer, ou au contraire, est-ce que c'est l'être en paix, c'est la partie plus pure, alors sans rentrer dans des termes ésotériques, mais c'est la partie, c'est l'être profond et c'est ça, et le cheval, il nous attend là, il cherche, il sent très bien quand c'est le personnage, il sent quand on joue un jeu, et s'il sent que son partenaire humain est dans cette quête, dans cette ouverture, dans cette recherche, combien de fois je n'ai pas demandé à mon cheval de m'aider, de me faire sentir, et il l'a très bien fait, il le fait encore aujourd'hui quand je vois bien que parfois c'est mon impatience qui prend le dessus. Donc, c'était, pour moi, monter à cheval, c'est retrouver peut-être le rêve du centaure, de retrouver voilà. En fait, la question, qu'est-ce qu'on fait avec le cheval? Pourquoi on s'intéresse aux chevaux? Pourquoi on monte le cheval à cheval? Qu'est-ce qu'on vient chercher derrière ça? Voilà, c'est ça qui me questionne et qui me passionne aujourd'hui. Et le livre, c'était, si tu veux, un premier ancrage. C'est pour permettre aux personnes de ne pas culpabiliser. Si j'ai peur, c'est OK. Si j'ai peur, c'est parce que je pressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est d'aller écouter le sens de la peur, tu vois. C'est ça. Donc, c'est un fondement. Voilà. Oui, oui, j'entends dès qu'on est sur un cheval, il y a plusieurs, ou même à côté d'un cheval, il y a plusieurs parties comme ça. Une partie peut-être qui est impatiente, qui a besoin de dominer, une partie qui est plus en recherche de reconnaissance, hein, comme nous avons tous probablement, et puis peut-être cette partie aussi
intérieur qui recherche plutôt quelque chose de pur, de complet, voilà, et il y a cet aspect, vraiment cet effet révélateur du cheval, et c'est vrai que parfois il suffit de se tenir à côté d'un cheval pour qu'il y ait une révélation de tous ces aspects de notre espace intérieur. Et en même temps, avec la plénitude de présence et d'énergie en même temps que le cheval peut nous apporter, et beaucoup de réponses en tout cas, que ce soit de la communication intuitive formalisée ou simplement peut-être cette espèce d'empathie, hein, que nous avons quand nous sommes à côté des chevaux sans rien faire parfois simplement. Voilà. Oui, oui, exactement. Cette jouissance d'être près du cheval et de tout ce qu'on ressent, voilà, tout ce qui nous apporte ou sur lequel on a encore beaucoup de mal à mettre des mots. Et ce qu'il faut mettre des mots, voilà, voilà, c'est notre drogue. C'est Voilà. ma drogue. On a essayé de mettre quelques mots en tout cas et puis quelques émotions. À nouveau un grand, grand, grand merci pour cette interview autour de la communication avec les chevaux. Hein. Donc c'est un axe avec Cheval en conscience qu'on développe parce que c'est important de quelle manière on communique. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir participé à cela. Et Avec grand je te laisse le mot de la fin autour de ton activité, tes projets, si tu as d'autres stages, d'autres choses que tu souhaiterais annoncer, ou voilà, je te laisse le mot de la fin. Alors, je suis en pleine réflexion par rapport à mes stages et mes ateliers. Ce qui m'anime, en fait, à travers tout ce que je fais, que ce soit de la communication animale ou ce qu'on appelle une approche d'iki-coaching, c'est c'est- c'est de permettre à ce que l'humain et le cheval se rapprochent de plus en plus. Donc, je suis en perpétuelle réflexion pour aider les personnes à ressentir leur cheval, à trouver du bonheur, à être près de leurs chevaux. Et voilà, c'est ça qui m'anime, je pense, jusqu'à mon dernier souffle. Et un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de faites-vous confiance, parlez à votre cheval, exprimez-lui voilà, ce que vous avez envie de dire avec le cœur. Tout ce qui vient du cœur, enfin, de l'authenticité, le cheval le capte, il le sait. Hein, quand c'est dans la tête, ça ne passe pas. Mais quand on est intègre, cohérent, congruent, comme tu le disais, Sylvain, les chevaux le savent, ils le sentent, et c'est reconnaître leur place dans notre vie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Voilà. Merci beaucoup. Je Merci à vais tout le monde. couper l'enregistrement et donc on se retrouve pour le replay. Donc Marilyn qui nous dit un grand merci pour vos partages. Je suis ému de voir les points communs dans nos expériences de communication animale. Personnellement, pratiquer m'a permis de me découvrir, de me reconnecter à mon intériorité et à progresser dans mon développement perso. Et voilà, c'est un petit peu aussi tu as, ce que tu as présenté, hein, ce développement intérieur de quelque chose qui grandit en nous avec les chevaux. Merci beaucoup Anne, et puis à une prochaine fois. Eh bien, un grand merci et très belle continuation à toi. Belle continuation.